Qu'est-ce que la violence au juste? Saviez-vous qu'il en existe plusieurs formes, parfois visibles, parfois invisibles? Peut-être que vous-même aujourd'hui, vous subissez une forme de violence sans toujours savoir comment la nommer ou comment y échapper. Si c'est le cas, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les différents types de violences et leurs conséquences avec l'éclairage précieux d'un psychologue. On en parle juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur la Wakuma. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler des différents types de violences. L'émission est découpée en 5 parties, avec une première avec les définitions des termes et les 4 suivantes qui seront consacrées à chaque type de violence. Tout au long de cet épisode, nous serons guidés en tout cas par l'invité de ce jour qui n'est autre que le psychologue et psychothérapeute Nour Bakayoko. Bonjour Nour et puis merci encore d'avoir accepté de me rejoindre sur le podcast. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Bonjour, Dineba. Oui, merci. J'espère que tu vas bien également. Oui, ça va, merci. En tout cas, les auditeurs habituels te connaissent déjà parce que bon, tu m'as déjà accompagné sur 2 autres émissions qui sont la santé mentale et les pervers narcissiques. 2 émissions vraiment sur lesquelles j'ai eu pas mal de retours et les gens étaient contents en fait de ton expertise. Mais je vais encore te présenter une fois. Pour D'accord. ceux qui ne connaissent pas Nour Bakayoko ou qui ne connaissent pas le podcast, qui nous rejoignent pour la première fois, Nour, en fait, est psychologue et psychothérapeute basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est spécialisé en thérapie familiale, en violence basée sur le genre, thérapie de couple, éducation, santé, travail. Il fait partie du groupe Psytroteur qui offre des consultations en ligne, à domicile ou tout autre lieu, pardon, qui peut faciliter la consultation. Donc, il vient à la rencontre de ses patients dans un contexte où la santé mentale, et quand je dis dans le contexte où la santé mentale est très peu prise en compte, je parle vraiment je veux dire en Afrique de l'Ouest, parce que c'est vraiment ce que je connais, je veux vraiment qu'on reste dans cette zone-là, en tout cas. Et donc, il est joignable sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram. Donc, vraiment, vous n'avez aucune raison de ne pas prendre soin de votre santé mentale. Donc, maintenant, on va revenir au sujet principal, nous. Comme je disais, je voudrais d'abord qu'on commence par définir les termes clés qu'on va utiliser dans cette émission. La première question, le premier terme que je voudrais qu'on définisse, c'est le mot violence. Est-ce qu'en tant que psychologue, tu pourrais définir pour nous ce qu'est la violence? Ce qui est considéré comme la violence? D'accord. La définition que je donne déjà à violence en tant que psychologue, c'est que pour nous, la violence, c'est tout Mhm. comportement ou bien acte ou bien parole qui a pour but d'exercer un pouvoir, une domination, une contrainte sur une autre personne Hmm. et qui entraîne par la suite des blessures physiques, émotionnelles, sociales, et puis on va dire que, et même économiques. Voilà. Pour nous, en psychologie, la violence est également perçue comme une forme de contrôle qui affecte l'intégrité et le bien-être de la victime. Hmm. Voilà. Donc, nous, voilà comment on peut déjà définir la violence quand on nous demande quoi. D'accord, pas de problème. Et est-ce que tu pourrais nous définir les différents types de violences d'après ta définition, quels sont les différents types de violences qui existent plutôt? Bon, on va citer autour de environ 6. Bon, allons-y. Mhm. D'abord, on a ce qu'on appelle les violences physiques. Les D'accord. violences physiques, c'est tout type de violence qui met en avant les coups, les Mhm. blessures et puis aussi certaines privations physiques. D'accord. Voilà. Connu. Donc, ça sera plus en termes de violence physique. C'est ça. Après, on a la violence émotionnelle. Mhm. La violence émotionnelle, ça va être quoi? Les humiliations, Mhm. les injures, où on va rentrer dans les menaces ou encore dans la manipulation et même dans le dénigrement. D'accord. Donc ça, on va plus parler de violence émotionnelle. Parce Mhm. qu'ici, ça part directement au niveau émotionnel, c'est à ça qu'on s'attaque. D'accord. Maintenant,
une autre forme de violence qui peut rentrer très souvent dans la violence émotionnelle, ce on appelle généralement la violence verbale. C'est-à-dire que les paroles blessantes, les cris, on va parler du harcèlement encore. Et après ça, une autre forme de violence, on va parler de violence sexuelle. Oui. On va parler de violence sexuelle qui va prendre en compte les rapports sexuels imposés, qui va prendre encore les agressions sexuelles et qui va prendre en compte les attouchements non consentis. Voilà. Donc là, on va parler de violence sexuelle. OK. On a ce qu'on appelle la violence économique. C'est ça. On appelle la violence économique, qu'on appelle dans le domaine des violences basées sur le genre les cas de dross. Dross, OK. ça veut dire déni des ressources, d'opportunités et de services. D'accord. Donc, genre, c'est le contrôle des ressources, interdiction de travailler, et puis aussi, donc, comme il y a interdiction de travailler, donc la personne est dépendante, donc il y a privation d'argent qui s'ajoute comme violence aussi. Tout à fait. Et puis maintenant, on va parler de la violence environnementale ou encore sociale, si vous voulez. Ça, on parle d'isolement de l'entourage, c'est-à-dire l'entourage, on t'isole. Et puis aussi, le fait aussi d'interdire de fréquenter certaines personnes. Voilà, tout ça, c'est dans le but de t'isoler. Ça, c'est une forme de violence sociale, puisque on veut t'amener dans une forme d'isolement. Et puis OK. enfin, il y a la violence de la nouvelle ère, la violence numérique. En ligne. La, la violence, le cyberharcèlement, C'est ça. les diffusions d'images compromettantes sur Internet, et puis aussi des messages humiliants. Et puis, bon, voilà un peu tout ce qu'on met dans la violence chez nous. Et puis, pour revenir sur tout ça, pour dire que, vous voyez que quand on parle de violence, il a parlé de violence psychologique, hein, mais vous voyez que tout ça rentre dans comment on appelle ça? Tout ça a un relent psychologique. Parce Tout que à c'est fait. vrai, on a dit la violence physique, on t'a tapé, on t'a boxé, Oui. ton corps est atteint, mais ton mental aussi est atteint. Oui. Ton mental aussi est atteint. Violence verbale aussi, pareil. Violence sexuelle, pareil. Économique, financière, sociale, numérique, ton mental est atteint. C'est ça. Donc, en fait, toutes ces Donc, violences-là sont liées, en fait. exactement. Donc, D'accord. pour nous, comment on appelle ça? La violence psychologique, en fait, transcende toutes les autres formes de violence parce que quelle que soit la forme de violence, c'est un impact sur le mental. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire, parce que je sais que on va assumer que la plupart de ces violences-là sont vécues dans les couples, mais est-ce que tu pourrais nous dire dans quel type de relation, en fait, est-ce que, par exemple, ces violences-là sont, comment est-ce que je pourrais dire ça, existent seulement dans les couples ou bien il y a d'autres types de relations dans lesquelles ces violences-là aussi peuvent se retrouver? Ah, mais cette violence existe partout, hein. OK. La violence là, existe partout. C'est vrai que dans une forme d'activisme sur certains problèmes Mhm. spécifiques, Mhm. on va prendre des cas spécifiques. Généralement, ça revient coupe, parce qu'on est plus en train de parler des violences basées sur le genre. D'accord. Sinon, c'est vraiment partout, dans la famille. Tout ce que je viens de citer là, quand j'ai dit dans la famille, Mhm. tous ceux qui écoutent l'émission, ils savent de quoi je parle. Tout à fait. Voilà. Quand on parle de violence psychologique, émotionnelle, quand on parle de violence verbale, et même dans la Mhm. famille, on a des violences sexuelles. Tout à fait. On a des violences sexuelles. Et même aujourd'hui, vous voyez, même violence numérique, tout ça dans la famille. Ah, numérique même Ah dans la oui, famille aussi, OK. D'accord. oui, numérique même dans la famille. OK. Vous comprenez? Et Mhm. surtout que vous voyez que nos sociétés africaines, là, très souvent, on a des sociétés polygames. Oui. Donc, vous allez voir que cette tension familiale-là, Mhm. euh, les fratricides, tout ça, Mhm. ça existe. Donc, du coup, ces types de violences-là vraiment sont pédants. Et même si on n'est pas, s'il y a certaines familles qui ne sont pas des familles polygames ou familles monogames, mais on a Mhm. toujours les enfants de tels frères, de telles sœurs, etc., voilà, Tout à qui séjournent chez nous souvent, fait. Exact. dont on a la charge. Les Donc, cas vous voyez d'hébergement. encore Mhm. exactement les sous-entendus, les non-dits. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a au niveau de la famille. D'accord. Au niveau de l'école aussi. Ah oui, Au OK. niveau de,
oui, au niveau de l'école, surtout les cas de harcèlement, les cas d'humiliation, les cas d'insultes, les cas de dénigrement, les cas de menaces et même les cas de manipulation. OK. Donc, vous voyez que même à l'école aussi, il y en a. Et même au travail. Alors là. Et même au travail. Déjà, comment on appelle ça, le manager qui pourrait être amené à augmenter la charge de travail d'un employé. C'est une forme de violence psychologique. OK. Augmenter la charge de travail de l'employé. Et voilà, dans le but de l'amener à démissionner, par exemple, ça peut créer des conséquences comme le burn-out. Donc, Oui. même dans le cas du travail, les relations entre collègues, la jalousie, lui là, il est monté, en grade, lui là, son salaire est un peu plus que pour moi, non, ton salaire est moindre. Donc, il y a ces formes déjà de violence là. Ensuite, quand on va parler de l'école, on va parler même des institutions. Des institutions. Et quand je dis institutions, je parle même de l'État. L'État, on va parler des gouvernements, etc. Parce que il y a cette forme de violence généralisée, cette forme de psychose qu'on peut, qu'on peut être amené souvent à faire subir à la population. Souvent, quand on prend des décisions qui ne vont pas en corrélation avec le bien-être de la population, c'est une forme de violence psychologique pour nous. Voilà, D'accord. parce que les gens commencent déjà à s'inquiéter quand on va augmenter les prix, ou encore quand il y a des grèves, quand on ne communique pas bien dessus, il y a une forme de violence psychologique. OK? Quand il y a des partis politiques de l'opposition, par exemple, qui commencent à se plaindre, on va faire des grèves, on va faire des marches, etc. Vous savez un peu ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ça crée une forme de psychose dans tout le Tout à pays. fait. Tout le Oui, monde oui, a peur de sortir, tout le monde a peur d'aller ici, tout le monde a peur d'aller ici. Donc, c'est ça. c'est violence psychologique. Et même dans les communautés religieuses, il y a aussi Ah oui, eux, ils sont forts. cette forme de violence psychologique. Déjà même, ça va faire sourire certains, déjà même le fait de dire à quelqu'un, ce que tu as fait là, c'est un péché. C'est déjà une forme de violence psychologique. Ça, c'est très vrai. Ils sont dans les communautés religieuses, ils sont trop forts, en tout cas, dans ça. Ça, j'avoue. C'est-à-dire que, voilà, ce que tu as fait là, c'est un péché, hein. Mmh. Tu vas là en enfer. Donc, vous Mmh. voyez un peu le niveau de culpabilité, le niveau de peur, Tout à fait. etc. Donc, Mmh. il y a d'autres, comme mécanisme de défense, ils vont quitter la religion en question. Comme ça, on ne va plus entendre ça. Exactement. Donc, et puis, il y Exactement. a d'autres aussi qui vont se recroqueviller sur eux-mêmes. Et puis, bon, ils vont ruminer, ruminer, ruminer. Et puis après, on a d'autres formes de dégâts. Donc, C'est comme ça. je le disais, et même au niveau des relations amicales aussi. Mmh. Au niveau des relations amicales. Voilà pourquoi on sait, hein, parmi tes amis, tu sais qui est toxique pour toi, tu sais qui Ah est un oui. avantage pour toi. Ah, Mais le oui. problème, c'est qu'on va s'accrocher quand même, on va dire, c'est pas grave, un jour, ils vont changer. Et Mmh. c'est dans un jour, ils vont changer, un jour, ils vont changer. Ils nous Mmh. font subir toutes sortes de violences, on essaie d'acquiescer parce Exact. qu'on ne nous a pas appris à dire non. Exact. Donc, ça devient compliqué. Donc, je veux dire que dans tout ce que je viens de citer là, Mmh. voilà, il peut avoir de la violence déjà partout. D'accord. Et est-ce que, justement, dans les différents types de violences que tu as cités là, est-ce que tu pourrais nous donner un cycle de la violence? Donc, c'est-à-dire nous expliquer les différentes étapes, sans rentrer dans les détails parce que on va parler des différents types de violences, on va aller plus en détail plus tard, mais est-ce que tu pourrais nous donner, les étapes, les différentes étapes de la violence, en fait? De comment ça commence et comment ça s'en va crescendo jusqu'au max, quoi, en fait? Déjà, ça va peut-être faire sourire, c'est que j'ai parlé d'abord au niveau structurel. Mmh. Ça veut dire que cette violence-là qui nous tombe là-dessus, qu'on le veuille ou pas. Je Mmh. vous donne un cas. D'accord. Vous savez, l'enfant, il naît. Mmh. L'enfant, il naît et puis on le met dans une forme d'éducation par rapport aussi d'éducation. Mmh. Donc l'enfant va se faire violence. Vous voyez que déjà, il se fait violence. C'est lui-même. Il se fait C'est ça, violence contre lui. Donc c'est une forme d'auto-violence. Donc, il c'est ça. s'est fait violence Mmh. déjà pour tenir. Il s'est fait violence pour se forcer à réussir à l'école. Il C'est s'est ça. fait violence pour avoir les diplômes, comment on appelle ça, pour avoir son diplôme. Il s'est fait violence pour chercher du travail. Mmh. Il s'est fait violence, même s'il n'a pas eu du travail, de faire les petits boulots, de pouvoir au moins se réaliser. Donc, ça veut dire que pendant toute sa vie, il ne fait que se faire violence. Mmh. Donc, quand, je veux dire, un homme politique ou encore une situation se présente où il est libre, il peut aller casser, il peut aller faire truc, il exprime toute cette violence qu'il a eu à accumuler. Tout à fait. Donc, déjà, au niveau structurel,
beaucoup ont commencé à se faire violence depuis son petit jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent de se faire violence pour pouvoir faire des choses. Et même D'accord. souvent, ça sort dans le langage. Je me fais violence pour pouvoir faire ça. Mhm. Donc, cette réaction-là aussi peut faire qu'on va propager cette violence-là. Euh, L'autre élément en termes de cycle de violence, ça va d'abord passer par un test. Ça Mhm. veut dire qu'avant d'exercer la violence sur quelqu'un, Mhm. l'auteur procède par un test. Il va tenter d'abord et puis regarde ta réaction. S'il n'y a Exact. pas de réaction, ou bien s'il y a une réaction où la personne a peur, où la personne est effrayée, il se dit Mhm. d'accord, le chemin est libre, je peux Mhm. continuer. C'est ça. Et c'est là que il va commencer déjà par des coups, voilà, par des coups, une agression verbale, etc. Et puis ça va rentrer dans le harcèlement continu. Donc, D'accord. en fonction de chaque cadre, la violence se matérialise par un cycle. Donc, ça dit chaque type de violence là, À son cycle. il y a Ah, son. d'accord. Voilà. Ok. Ça dit que c'est pas forcément standardisé, mais chaque D'accord. type, par exemple, a son cycle. Ok. Et maintenant, quand on part de là, maintenant, je voudrais qu'on parle des auteurs et des victimes. Parce que on va avoir tendance à avoir à penser que les victimes, les auteurs, ça va être les hommes et les victimes vont être les femmes. Moi, je connais auteurs femmes et victimes Mhm. hommes. Je connais le contraire, en fait. Tu vois. Mais comme effectivement tu as dit, les violences en fait peuvent exister dans toutes les sphères de la société, donc ou toutes les différents, tous les types de relations. Donc ça peut être parent-enfant, ça peut être amical, ça peut être au travail. Donc est-ce que tu pourrais nous parler vite fait de en général qui sont les auteurs et en général qui sont les victimes? D'accord. Tu vois, Geneva, tout le Mhm. monde est auteur, tout le monde est victime. Ah oui, ok, bon, c'est fait. Voilà. Tout le monde est auteur, tout le monde est victime. D'accord. Parce que celui qui est victime aujourd'hui, par rapport aux conséquences que ça peut avoir, peut Mhm. devenir auteur de. C'est très vrai. Mhm. Donc, celui qui est auteur aujourd'hui peut devenir victime demain. Il suffit de trouver plus fort que lui pour lui faire subir ce qu'il fait subir aux autres. Exact. Donc, vous allez voir que pour les auteurs, comment on appelle ça, les violences n'ont pas de sexe en termes d'auteur. En termes de D'accord. victimes aussi, les violences n'ont pas de sexe. Donc, Ok. on aura nos conjoints, nos conjointes, nos parents, les figures d'autorité, nos Mhm. proches, nos collègues et même ceux qu'on ne connaît pas aussi. Ouais. C'est la même chose pour les victimes. On a les femmes, on a les hommes, on a les enfants, on a les personnes vulnérables et tout ça. La parenthèse, par exemple, aujourd'hui, on menait une campagne dans la commune d'Abobo, ici à Abidjan, quartier populaire, Mhm. sur le thème faux son. Voilà, c'est-à-dire un son qui sonne faux. Surtout sur D'accord. les stéréotypes liés, comment on appelle ça, les stéréotypes qu'on a par rapport aux jeunes filles. La femme ne peut pas faire tel travail, ça c'est un métier Mhm. d'homme, ça c'est un métier de fille. Et C'est puis ça. aussi, parler aussi des violences et des agressions sexuelles. Mhm. Figurez-vous qu'il y a des jeunes filles, puisqu'on a une organisation CODA qui travaille avec les jeunes filles sourdes et muettes. C'est ça. On s'est rendu compte qu'il y a quelques-unes d'entre elles qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Hmm. Exactement. C'est-à-dire que mais le problème, c'est que comme elles ne parlent pas, Ouais. c'est difficile déjà de faire entendre sa voix, etc. Non, si on n'a pas d'interprète pour ces Eh, personnes-là, hmm. pour que ces personnes-là puissent être comprises dans la société, ça Hmm. devient une violence structurelle. Exact. Ça devient une violence structurelle. Parce que si on n'a pas d'interprète, on ne saura jamais que la personne a subi ça. Donc, l'auteur, on ne sait pas, Mhm. etc. Donc, je veux dire que quand on parle déjà d'auteur, etc., et quand on parle de victime, quand je mets personne vulnérable, je mets toute cette catégorie de personnes-là dedans comme victime. Voilà. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup pour l'exemple. Donc là, maintenant, on va parler des différents types de violences. Donc, la première violence dont j'aimerais qu'on parle, c'est les violences. Moi, je les ai regroupées. Donc, j'ai appelé ça violence psychologique et émotionnelle, mais c'est comme ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc, violence émotionnelle, j'ai envie de dire violence du mal parlage. Mais en fait, j'ai tout regroupé, en fait. Donc, tout ce qui est les humiliations, etc. Donc, moi, j'ai regroupé ça sous violence psychologique et émotionnelle. Donc, est-ce que tu pourrais... Parce que, et en fait, je voulais vraiment qu'on commence par celle-là parce que c'est vraiment une violence qui est très répandue chez nous.
très répandu et ça commence effectivement dans la famille et ça, c'est de l'entourage, dans le quartier, même entre les enfants, à l'école. Donc voilà. Et c'est très souvent minimisé, quoi. Ou bien, pourquoi je dis très, très souvent? C'est tout le temps minimisé, en fait. C'est pas quelque chose qui est reconnu. Tu vois, donc je voulais vraiment qu'on commence par ça et puis qu'on parle de comment est-ce que comment c'est comment on reconnaît en fait ces types de violences-là, en fait. Ok, déjà, ce que je peux dire sur ça, Mhm, au niveau des violences psychologiques, là, mhm, la plupart du temps, c'est-à-dire que dans 80 des cas, mhm. 80% des cas, les auteurs sont des personnes qu'on connaît. Bien sûr. Dans 80% des cas, Mhm, les auteurs sont des personnes qu'on connaît. mhm, C'est-à-dire, ça peut être je veux dire, des membres de la famille, ça mhm. peut être nos patrons, ça peut être même nos collègues, etc. Ouais, Parce que si tu remarques un peu tout ce que je viens de citer en termes de toutes les personnes qu'on connaît, sont des personnes qui cherchent à nous contrôler. exact. Donc Ce sont des personnes qui cherchent personnes qui sont en position d'autorité sur nous, en fait. exactement. D'accord. Mais souvent, ils ne sont pas forcément en position d'autorité, hein. Ah oui? Parce que, comment on appelle ça, il y a la culpabilisation aussi. Oui. Voilà. Mais ce que je dis, très souvent, le problème, c'est que cette forme de violence-là, Mhm. comme tu l'as dit, c'est minimisé. Oui, beaucoup. Les gens banalisent. Ils vont te dire, mais il a parlé là, il t'a fait quoi? Parce qu'ils ne définissent la violence que par des coups. Effectivement. Alors que le poignard sur le corps peut laisser une blessure. Mhm. Il y a des points de suture, en fait, qu'on peut faire. Exact. Mais quand le poignard est mental, il n'y a pas de point de suture. Tout à fait. Il n'y a pas de point de suture. Donc, ça fait que c'est banalisé. Et puis, c'est très souvent, c'est une violence mesquine. C'est-à-dire que de façon insidieuse, là, les gens te disent que tu en fais un peu trop, tu te plains trop, alors que tu souffres, hein. On va dire, non, ils t'ont rien fait. Aïe. Ah, Voilà. quoi? Parce qu'on t'a insulté. Non, on insulte les gens tous les jours. Toi, tu as quel problème? Donc, vous voyez que c'est ça. Et puis, c'est difficile à prouver. Exact. Donc, il y a ça. Et puis, bon, ce sont des éléments subtils, hein. Mhm. Voilà. On peut humilier une personne et Mhm. puis déguiser cette forme d'humiliation-là comme si c'était une blague. Tout à fait. C'est comme ça même que ça commence. Le cycle de Exactement. violence là, et pour les violences émotionnelles et psychologiques, c'est toujours comme ça que ça commence. Parce que c'est très insidieux. C'est toujours, ah oui, je te fais une blague et tout, mais en fait, je suis en train de t'insulter ou bien je suis en train de t'humilier. Mais ah, toi aussi, pourquoi tu te fâches? Exactement. C'était la blague, pourquoi tu t'es fâché? Ah, donc après, tu te questionnes en fait. Justement, après, tu te demandes, tu dis, ah, c'est moi, je suis pas normal. Si C'est les ça. autres, ça passe, pourquoi avec moi, ça ne passe pas? Exact. Mais c'est parce que on n'a pas, nous-mêmes, on n'a pas appris à se connaître. Parce Mhm. que par rapport à l'éducation, par rapport à la culture, par rapport à ce qu'on a vécu là, Mhm. il y a des injures qui peuvent marcher avec certaines personnes et puis ça ne marchera jamais du tout avec Oui, d'autres personnes. clair, clair. Vous comprenez? Mhm. Je vous donne déjà un exemple. Mhm. Moi, avec mon entourage, mes amis, tous mes Mhm. collègues, tout ce que je connais, Mhm. j'ai mis un principe de base. Mhm. J'ai dit, on peut plaisanter avec tout sauf ma mère. Voilà. J'ai dit, sauf ma mère. J'ai dit, Mhm. même si c'est une plaisanterie, ne fais pas de jurons de sous-entendu sur ma mère, jamais. C'est ça. Donc, dans mon entourage, on sait que c'est en griffe mon totem. C'est ça. Donc, on parle de tout, on rit, on blague, etc. Mais ça sort jamais. C'est ça. Parce que j'ai posé cette balise-là. Exact. C'est comme ça, souvent, on va commencer à nous humilier à travers des blagues. On dit non, mais si on parle, on va dire non, j'en fais un peu trop, je me plains un peu trop, etc. C'est ça. Mais quand on commence à parler comme ça, comment on appelle ça? On se fait encore nous-mêmes notre violence. Une violence sur Exact. nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est auteur de cette violence-là même sur nous, en C'est commençant à se dire que si on parle, les gens vont dire que, les gens vont dire que, les gens vont dire Qu'est-ce que que. les gens Mais vont dire? Ou si je réagis comme ça, ils vont dire non, c'est parce que je suis trop. Et on peut pas faire de blagues avec moi, quoi. Plus personne va vouloir blaguer avec moi, exactement. j'aurai plus d'amis, etc., etc. Oui, oui. Mhm. Donc, prochainement, quand c'est comme ça, tu parles pas. C'est ça. Or, quand tu parles pas, tu as mal. Exact. Or, tu viens de recevoir quelque chose qui te fait déjà mal. Et puis, tu ne Mhm. parles pas, tu as doublement mal. Mhm. Donc, quand ça commence à venir comme des blagues comme ça, si tu n'es pas à l'aise avec, ça veut commencer à dire stop. Tout à fait.
l'autre élément qui est un peu pareil, ça, ce sont les critiques, mais les critiques persistantes, quoi. Voilà, sous fond de dévalorisation. Exact. Toujours, c'est nous, on ne sait rien faire. Mhm, Toujours, c'est nous, on se comporte mal. Toujours. mhm. Ça veut dire que c'est les mêmes choses qu'on nous dit. C'est Et ça. on essaie de s'améliorer, on essaie de s'améliorer, mais on a l'impression que nos efforts d'amélioration, en fait, ne sont rien. Mm. Tu vas dire, mais on lui parle, il ne change pas. Alors que on fait des efforts, même, voilà. Mais des fois Et puis, même, oui, oui, vas-y. on continue. Vas-y. Et puis, il y a l'autre forme où, toujours dans cette même veine-là, on Mhm. t'amène à douter de toi-même, ta réalité. C'est ça. Ça veut dire toi-même, là, tu doutes de toi. Tu dis, Mhm. aïe. Donc, attends, mais il y a l'habitude de faire ça même. Donc, c'est pas bon. Mhm. Ah, mais pourquoi c'est bon? Tu vois, vous savez qu'on commence à se poser des questions. Et puis, à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Mais c'est ça. Et parce que le point même que je voulais faire, c'est que quand à chaque fois on te dit non, sur les critiques en fait, c'est comme si, moi l'analogie que je fais souvent, c'est comme si tu es droitier et on veut que tu deviennes gaucher. Tu peux pas être gaucher, tu es droitier. Donc forcément, si quelqu'un te dit non, utilise ta main gauche, utilise ta main gauche, alors que tu as l'habitude d'utiliser ta main droite, tu pourras pas changer. Et donc tu vas te remettre en question sur quelque chose que tu sais qui n'est pas toi en fait. C'est ça. Et donc, c'est là où tu rentres dans la violence, la culpabilisation. Toi-même, tu te fais violence ou tu te culpabilises. Et puis, tu es en train de donner des munitions à la personne qui te critique, en train de te dire, mais de toute façon, elle peut pas changer. Depuis, je lui dis, elle comprend pas. Depuis, mais toi, tu es en train de me dire d'utiliser ma main gauche, mais depuis, je sais que je suis pas gauchère. Exactement. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire même, pour caricaturer ce que tu dis là. Mhm. Par exemple, sur la question de la latéralité, mais gauche, droite, etc. Voilà, tu vois un peu cette forme de violence-là. L'enfant, il est gaucher, on veut forcément qu'il soit droitier. Parce qu'on dit la droite, la droite, c'est bon, la gauche, c'est mauvais. Oui. Donc, ça veut dire on le Dans le débat, là. martyrise. Ça veut dire qu'on le martyrise. Oh. Vraiment. En fait, moi, je sais de quoi je parle parce que je suis gaucher. On le martyrise pour qu'il écrive avec la main droite. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas. Ça ne dépend pas de lui. J'ai dit à un parent en 2019, quand Mhm. il me parlait, non, mais c'est pas bon, les droitiers, etc., les gauchers, mais on doit écrire la main droite. Ils mangent même avec la main gauche, tout ça. C'est là que je lui ai demandé. Il Mhm. dit, il faut prendre une feuille et un stylo. Il a pris une feuille et un stylo. Il dit, tu es droitier? Il dit oui. Il faut Mhm. essayer d'écrire avec la main gauche. S'il te plaît. Wallahi. Il ne peut pas. Il Mhm. fait tout. Il ne peut pas. C'est ça. Il dit, c'est difficile. Il dit, oui, mais c'est difficile. Il dit, bon, d'accord, toi qui es adulte, toi qui as toutes tes facultés, tu es bien formé, tu n'arrives pas à écrire avec ta main gauche. Mhm. Pourquoi? Parce que tu es né droitier. Maintenant, il y a cet enfant-là. Il n'est même pas encore bien formé, il n'est qu'au CE2. Il n'est même pas encore bien formé. Tu lui demandes d'écrire avec sa main droite. Mhm. Écoutez, le gaucher, tu vois comment tu as souffert pour écrire sur la feuille là. Wallahi. Imagine lui là, comment il souffre. Il m'a regardé, maintenant, il a commencé à comprendre. Et tu vois comment tu es en train de le faire souffrir. Toujours quand tu lui dis d'écrire avec la main droite, c'est comme ça il souffre. C'est ça. Et non, souvent, on se rend pas compte de la violence qu'on exerce sur les autres. Parce que quand c'est évident pour nous, on se dit que c'est évident pour les autres. Exact. On dit que c'est évident pour les autres, alors que tout le monde n'a pas le même schéma. Voilà. Quand le poisson reste dans l'eau, il est à l'aise. Quand le singe reste sur l'arbre, il est à l'aise. C'est Mais ça. si on change leur position, chacun va penser que toute sa vie là, il ne vaut rien. Exact. Mais chacun n'est pas dans son univers, en fait. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Maintenant, après, on a l'isolement social. Ça veut dire que tout le monde est là, mais on ne te parle plus. Généralement, dans nos familles, on voit ça. Beaucoup. Si toi, tu as décidé de faire un truc et puis tout le monde n'est pas, tout le monde voit, c'est bizarre, faut te dire que on vient plus chez toi, on t'invite plus aux réunions de famille, Et Allah. on fait tous les trucs, mais en fait, on t'appelle plus même. C'est ça. On dit non, lui là, voilà, c'est comme ça, faut voir, il va venir gâter les autres. Mhm. Donc, il y a cette forme d'isolement social. Et même dans le milieu professionnel, Mhm. souvent, juste par rapport à ta compétence, hein, ce n'est pas parce que tu as fait une faute, parce que tu es trop compétent, tous Oui. les autres arrêtent de te parler. Oui. Ou bien c'est toi toujours on appelle pour les projets les plus pointus parce que c'est toi qui les maîtrises. Les gens arrêtent, on t'isole. Donc il y a cette forme d'isolement. Et puis il y a le chantage affectif, c'est ce que je te disais. Oui.
Et ça, c'est nos parents, nos conjoints, conjointes, ou bien nos amis, Mm. ou bien nos amis. Ouais. Ah non, genre, parce qu'aujourd'hui, tu as réussi. C'est à cause de ça que tu me parles comme ça aujourd'hui. Tout ce qu'on a vécu ensemble là, tu as oublié. Sinon, toi, c'est comme ça que tu me parles aujourd'hui. Tu as raison. Tu as raison. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu me parles. C'est pas grave. Non, tu vois un peu, Mm. psychologiquement, la personne est atteinte. Exact. Par exemple, ceux qui écoutent l'émission, je les Mhm. ramène à une histoire réelle que tout le monde a connue. Ouais. L'histoire de Paul Pogba. Eh. Wallahi, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et même Un les gens peu. qui vivent sous la terre ou dans une grotte connaissent l'histoire. Oui, ont entendu parler de cette De histoire. Paul Pogba et ses frères. Regardez un peu le chantage affectif. Ah, le pauvre. J'ai eu pitié de lui, vraiment. Et même, ce n'est pas seulement Paul Pogba. Regardez encore l'histoire de Adebayor. Mais en fait, lui, moi-même, c'est-à-dire, je suis tombée des nues, en fait. Mm. Vous voyez, non? Mhm. Donc, c'est pour dire que on n'est pas vraiment à l'abri de surtout le chantage affectif. Oui. Parce que, mine de rien, c'est ce qui prend un peu le plus. Parce on va te lier à une histoire. Et on va te dire que c'est grâce à ça que tu es ici. Donc, tu n'as plus le droit de te comporter comme si tu dois accéder à tout. Ça crée, par exemple, chez les personnes victimes, Mhm. une perte d'estime de soi. Oui, c'est ce que j'allais demander, en fait. Comment, en fait, on peut reconnaître ça chez les victimes? Comment on peut reconnaître une victime, en fait, de violences psychologiques, émotionnelles, affectives, etc. Déjà, pour les violences psychologiques, là, il y a des red flags, c'est-à-dire que des signes d'alerte. Vous remarquez que la personne est toujours dans son coin. De toute façon, elle est isolée. Oui. Elle est toujours dans son coin. Mhm. Cette personne-là est hyper vigilante. C'est-à-dire qu'il y a un bruit net, la personne sursaute. Sursaute, oui. Mhm. C'est-à-dire la personne sursaute. On a l'impression qu'il y a quelque chose. Et la Mhm. personne est tout le temps dans une forme d'anxiété, comme Mhm. si la personne avait peur de quelque chose. C'est ça. Et puis, vous allez remarquer que la personne a constamment honte. En Mhm. réalité, ce n'est pas une honte, c'est une peur. La C'est ça. personne a constamment honte. Quand il vient t'arrêter devant les gens, là, vous voyez que c'est difficile pour la personne de venir s'arrêter là. Mhm. Et puis, il y a la fatigue émotionnelle. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne se voit pas. Vous allez voir que la personne a des oublis. Oui. On dit qu'il faut aller prendre le stylo. Il va te prendre une cuillère. Mhm. Et puis, ça ne suffit pas. Hein. On Mhm. l'insulte encore pour ça. Alors que c'est parce que la personne est traumatisée que la personne ne s'est même pas rappelé que c'est cuillère la personne doit prendre. Parce que la Mhm. personne est là, mais elle n'est pas présente. Oui. La personne est là, mais la personne n'est pas présente du tout. Donc, tu lui dis qu'il faut aller prendre un stylo, mais quand elle arrive là-bas, il ne sait même pas ce qu'on lui a demandé de prendre. C'est qu'il trouve là, il prend, il vient avec. Mhm. On va l'insulter encore pour mettre dessus, pour augmenter déjà son trauma. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres qui préfèrent fuguer. Exact. Ceux qui ne fuguent pas peuvent tomber dans ce qu'on appelle l'état borderline, l'état limite, il va commencer à s'auto-mutiler, ou il y a d'autres qui vont faire des tentatives de suicide et tout. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas, ils se disent qu'ils n'ont plus d'échappatoire. C'est ça. Et puis, bon, voilà, voici un peu ce qui, c'est, voilà, comment je Comment on peux. reconnaît les victimes, quoi. Et les impacts même, comment on reconnaît les victimes de ces types de violences-là. Mais c'est quoi les impacts? Parce que tu as commencé à en parler tout à l'heure en disant perte d'estime de soi. Mais quels autres impacts il y a en fait pour les personnes qui sont victimes de Bon, ces types de violences? impact, on va parler du stress post-traumatique. OK. Voilà, on va parler du stress post-traumatique. On va parler même des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que, comme je le disais, je ne sais pas si c'est dans la deuxième ou dans la première émission qu'on a fait ensemble là, ça peut entraîner des maladies qui n'ont pas forcément pour source un microbe ou une bactérie. Comme on appelle ça, l'ulcère, les palpitations, Mhm. comment on appelle ça, l'aggravation des symptômes de l'AVC. On Mhm. a aussi l'aggravation de tout ce qui est début de cancer dans le corps. C'est ça. On a aussi des migraines constantes. On a aussi la baisse du magnésium dans le corps. On a Mhm. aussi les problèmes liés, les problèmes cardiaques. On a aussi l'état prévu. On a même le nanisme Mhm. psychosocial. Il y a des enfants qui sont nés parce qu'ils ont été maltraités. Ça, C'est ce qu'on appelle le nanisme psychosocial. C'est-à-dire mhm. qu'ils sont nés. Il y a d'autres, par exemple, ce sont les hormones, les trucs. Mais pour Mhm. eux, là,
parce que ils ont été maltraités, n'ont pas reçu l'amour qu'ils devaient avoir, le réconfort, on les a tellement violentés, maltraités, ils n'ont pas grandi. Ah, ok. Donc, ça entraînait un retard de croissance. Wow. Donc, il y a déjà toutes ces conséquences-là. Il y a des enfants, on va dire, mais lui, là, on ne grandit pas. Hein. Pourtant, on passe le temps à le maltraiter. Même s'il n'est pas né, il ne va pas grandir. Donc, il y a beaucoup, généralement, de cas comme ça. On va dire, quand tu le regardes, tu peux lui donner quel âge? On va te dire 16 ans. Oh, le gars, il est dans 37 ou 36. Ah, ok. Donc, Ok. Mhm. il veut dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a ce cas-là qui existe. Et puis Mhm. maintenant, tout ce qui est maladie mentale, hein, telles que la dépression, et puis tous les autres troubles, s'accompagnent normalement les troubles anxieux. Ça peut générer même des phobies. Voilà, ça peut générer même des phobies, tout ça. Ok. Alors là, mais c'est pour ça que je voulais qu'on commence par vraiment qu'on commence par ce type de violence-là, parce que comme je le dis, c'est quelque chose qui est très présent. Et en fait, c'est comme je disais, c'est très banalisé, très minimisé, parce que justement, comme tu expliquais, il n'y a pas de cicatrice en fait. C'est quelque chose qui se voit pas. Et alors que selon moi, c'est le type de violence en fait qui font le plus de dégâts en fait, parce que les dégâts sont silencieux. Parce qu'une jambe cassée, tu la vois, mais un mental cassé, ça se voit pas en fait. Ou enfin, oui, ça se verrait pas à l'œil nu comme ça, en fait. C'est si vraiment tu portes attention, tu vois les changements de comportement d'une personne, peut-être tu peux l'expliquer par ça. Mais sinon, voilà. Mais en tout cas, vraiment, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce type de violence-là. Oui, tu disais? Non, non, j'écoutais. Ah, ok, ok, excuse-moi. Donc là, maintenant, je voudrais qu'on parle du deuxième type de violence, en fait, qui est très banalisé aussi, mais qui est beaucoup utilisé, j'ai l'impression, enfin, j'ai envie de dire, dans notre génération ces derniers temps, parce que quand je parle d'un point de vue de femme, en fait, c'est parce que les femmes travaillent plus, en fait. Les femmes sont plus indépendantes économiquement, ou les femmes ont été levées dans cette idée que si tu travailles, tu as ton argent, tu ne seras jamais victime de violence. Alors que voilà un autre type de violence qui est la violence financière et économique en fait, tu vois. Et c'est des violences en fait qui sont. Et moi en fait ce que je déplore c'est vraiment aussi ces violences-là sont vraiment sous le couvert aussi du foyer, donc du mariage. Il y a la religion aussi qui est beaucoup utilisée en fait pour garder le joug en fait de ces violences-là quoi. Donc vraiment je voulais qu'on parle des violences économiques et financières. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail ce que c'est les violences, la violence financière ou violence économique et financière et qui peuvent être les auteurs de ça? Ok, déjà, merci d'en parler. Mhm. Merci d'en parler. Déjà, même avant de dire qu'est-ce que c'est tout ça, je Mhm. mets en même temps le pied dans le plat. Les, OK. tous ceux qui nous écoutent et puis qui ont dit à leur femme, non, faut pas travailler, je m'occupe de tout là. Vous êtes méchants. Ça, c'est une forme de violence. Ça, c'est vraiment une très vraie, 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 vraie violence. Mhm. Non, faut pas travailler. Mhm. Il y a deux choses. Soit tu es éternel ou bien tu es inconscient. Il y a les deux choses. Parce que on ne peut pas tout maîtriser, surtout en termes de finances. Surtout en termes de finances. Mhm. Il y a des choses sur lesquelles il faut déjà faire attention. Et quand souvent, moi, je vois les gens parlent de ça, ils disent, bon, d'accord, regardez tout ce qu'on classe dans le magazine Forbes comme les personnes les plus riches dans le monde. Regardez leurs femmes. Est-ce qu'elles travaillent ou bien elles ne travaillent pas? Propre. Bien. Elles travaillent, ils disent justement. Mhm. Bien. Avec tout ce qu'ils ont là, on peut supposer qu'elles n'ont pas besoin de travailler. Mais Mhm. pourquoi elles travaillent? Le problème, c'est que on ne sait pas de quoi demain est fait. Exact. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mhm. Et si demain, toi, tu rencontres quelqu'un d'autre, et puis tu me dis de partir, j'ai fait comment? Wallahi. Donc, il faut me laisser travailler. Yep. Donc, déjà, quand on parle de violence financière, nous, c'est ce que j'ai dit là, nous, on met ça dans ce qu'on appelle dross. Chaque fois Mhm. qu'on me parle de violence financière, je mets ça. Parce Mhm. que dross, c'est D-R-O-S. Mhm. D pour déni, R pour ressources, O pour opportunité et puis S pour service. Mhm. Ça veut dire que c'est une forme de privation des ressources économiques Exact. pour maintenir un contrôle. Mhm. Ça veut dire que on prive la personne des ressources économiques, c'est-à-dire de l'argent, Mhm. pour pouvoir contrôler la personne. Parce que si la personne a l'argent, là, tu sais que tu ne peux pas contrôler la personne. Exact. Ça veut dire que si tu ne laisses pas l'argent de papa, c'est parce que tu sais qu'elle n'a pas l'argent pour payer la nourriture que tu ne laisses pas l'argent. Mhm.
Sinon, mais si elle travaille là, si tu peux dire non, il n'aspiraise pas l'argent de compote. Tu ne peux pas dire ça. Mon cher. Même si tu dis, là, son argent va l'acheter la nourriture. Mhm. Donc, quand on va dire que cette forme de violence-là, ça inclut le fait que on veuille pas autoriser la personne à travailler. Mhm. Ça veut dire que la personne veut travailler, on s'oppose. On s'oppose, et comme tu as dit, souvent aussi, les gens vont s'appuyer sur la religion pour ça. Que non, dans la religion, on a dit que non, c'est Et, moi, je suis l'homme, je dois m'occuper de toi. Donc, et toi, tu as besoin de travailler. ah, ah. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que tu as besoin de travailler? Mhm. Est-ce que? Elle dit, bon, d'accord, mais le problème, c'est avec ça, c'est que si tu dis, faut pas avoir travailler, Mhm. est-ce que tu es prêt à tout faire? Non, tu ne peux pas tout faire. Non, Hein? Le jour où tu la chasses, est-ce que tu vas l'indemniser? jamais. Ah, donc il y a et puis il y a la confiscation de salaire. Comme tu as dit là, il y a des femmes qui travaillent effectivement, Mhm. mais quand elles prennent l'argent, là, on leur confie ça. Et Oui. puis, souvent, on leur arrache même leur carte. Et puis, non, il y a une autre forme de violence financière et économique en Mhm. dehors du couple. Hein. Ça, Mhm. ce sont les employeurs abusifs. Hein. Oui, oui. Voilà, ça dit, paye pas ton salaire. C'est ça. Tout ça pour te maintenir sous contrôle. Mhm. Si tu n'as pas payé ton salaire le premier mois, il va payer ça le deuxième mois. Tu es obligé de venir le deuxième mois. Exactement. Si tu as payé le troisième mois, tu es obligé de venir le troisième mois. Tu as travaillé 3 mois, alors que si on te donnait le salaire du premier mois, tu allais partir. Donc, il faut comme ça pour pouvoir déjà te maintenir. Exact. Et puis, aussi, en dehors du couple, il y a les parents qui exercent aussi la violence économique. Oui. Tu ne peux pas envoyer ton enfant en Europe ou encore dans un autre pays en dehors de là où tu te trouves. Et puis Mhm. lui dit, parce que je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait, je t'envoie plus d'argent. Non seulement c'est méchant, et puis c'est une violence parce que il n'est pas dans son pays. Mais non. Donc les réalités qui se retrouvent là-bas, là, toi, tu ne sais pas. Exact. Toi, tu ne sais pas. Mhm. Donc, il y a ça qu'il faut déjà prendre en compte. Moi, c'est vrai aussi, souvent, les enfants les sont inconscients. Et... Mais il y a, c'est tellement qu'il faut prendre en compte, en fait. Je veux dire, Oui, c'est subtil. oui. Oui. Euh, Moi, c'est subtil. mhm. Donc, quand on va parler de violence, il y a interdiction comment on appelle ça? De travailler. On va interdire à la personne de travailler. C'est ça. On va gérer son argent. Ou bien, on va donner de l'argent, mais vraiment insignifiant, quoi. C'est ça, mais ou juste ce Voilà. qu'il faut, en dessous de ce qu'il faut. Par exemple, je te donne l'argent de Garba, je te demande pizza. Ça n'a pas de sens, en fait. Exactement. En fait, ce que tu dis là, c'est exactement ça. Ou bien, soit, je te donne 1000 francs, je dis, fais le marché de la semaine. Et voilà, comment? Il fait le marché de la semaine, comment avec 1000 francs? Voilà. Et puis, si on lui demande, mais je lui ai donné l'argent. Hein. Eh, Voilà, que ces camarades-là, comment elles font pour pouvoir faire le marché avec ça? Qu'elles se débrouillent. Mais le problème, quand tu dis ça, tu la pousses à faire quoi? si elle va, maintenant, elle va se prostituer pour pouvoir t'apporter ta pizza, là, demain, tu vas pas En continuer. réalité, très souvent, c'est ce qu'ils attendent. Que tu le fasses pour avoir un argument, soit pour te chasser, Mhm. ou bien pour te dénigrer. Ou même passer à un niveau supérieur de violence, en fait. Parce que peut-être, Exactement. parce que justement, une de mes questions à laquelle on va revenir à la fin, c'est comment est-ce que, genre, on peut retrouver tous ces types de violences-là dans la même relation? Mais effectivement, ça peut être, le cycle de la violence peut être crescendo. On commence par les violences psychologiques, ensuite financières, ensuite, et puis ça finit par toujours par physique, en fait. Donc, OK, donc de toute façon, on reviendra à cette question-là après. Juste une question que j'aurais par rapport aux violences économiques et financières, en fait. Quel Mhm. type de comportements, en fait, peuvent être interprétés comme un contrôle économique dans une relation ou comme un type de violence financière et économique dans une relation? D'accord, je pense on en a parlé un peu quand même. Hein. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce qui peut être interprété comme une forme de violence économique, comme j'ai dit avant de commencer là, le Mhm. refus que la femme travaille. Ça, c'est déjà une violence économique. Le deuxième élément, c'est le fait de ne pas donner accès ou bien la privation des ressources économiques. Ça veut dire D'accord. que ne pas donner l'argent pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. En temps, on l'empêchait de travailler. L'autre élément, c'est que souvent, ceux qui ont l'argent, on confie leur salaire ou encore on s'arroge leur carte bancaire. Mhm. Et le dernier élément, même si quelqu'un d'autre
ça peut être une sœur, un frère ou encore un parent qui lui donne de l'argent. Mhm. C'est qu'on prend cet argent et puis c'est nous, on gère cet argent. Ok. Moi, justement, pourquoi en fait je pose cette question? C'est parce que tu parles de dross, en fait, c'est tout ce qui est déni de ressources, d'opportunités et de services. Donc, quand tu es malade, là, ne veux pas que tu ailles voir un médecin. Dis non, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, viens, je vais t'acheter du paracétamol. Ça, est-ce que c'est considéré comme un type de violence financière et économique? Parce que D'accord, il y a deux connotations derrière. Est-ce parce que la personne ne veut pas débourser de l'argent pour ta santé? Ou bien est-ce parce que la personne ne veut même pas que tu aies accès à un service plus professionnel? Donc, dans les deux éléments, il y a un qui sera violence économique et financière là. Parce qu'on t'a privé des ressources économiques qui peuvent te permettre de te soigner. Maintenant, l'autre, ça peut être aussi un déni de service. C'est-à-dire que je suis malade, mais on ne veut pas m'envoyer dans les hôpitaux parce qu'on va trouver que c'est trop cher. Donc, nous, on va établir un diagnostic et puis on va te donner des paracétamol. Donc, ça veut dire qu'il y a deux éléments derrière qui peuvent rentrer en ligne de compte. Voilà pourquoi, quand on a mis ça dans DROS, c'est parce que la base même des cas de DROS, c'est une affaire d'achat. On peut avoir des opportunités. Voici telle opportunité que je dois saisir, etc. On va refuser que la femme saisisse ces opportunités-là. oui, par exemple, si c'est une promotion ou bien oui, une promotion ou des actes dans son travail qui peuvent l'amener à avoir une promotion. Par exemple, elle doit voyager et tout, et on lui interdit de voyager tout en sachant que ça peut avoir des conséquences sur son travail, en fait. Exactement. Ok, d'accord, c'est bon, c'est compris. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences ou des impacts sur les victimes de ces types de violences-là? Quels impacts les violences financières et économiques ont sur les victimes? Il y a la dépendance totale. Ça veut dire que la victime ne peut rien faire du tout sans que le bourreau lui mette des choses à sa disposition. La deuxième chose, c'est que c'est la perte d'autonomie. Si on est dans la dépendance totale, c'est qu'on n'est pas autonome. Et puis, il y a, comment on appelle ça, le sentiment de choses, d'impuissance. Le sentiment d'impuissance. On se dit que on ne peut rien faire, on ne sait rien faire. Donc, on est impuissant en fait sur toute la ligne. C'est ça. Et puis, il y a une forte probabilité de rester dans cette souffrance-là. Il y a une forte probabilité que la personne reste dans cette souffrance en question. Donc, convenez avec moi que ça va entraîner d'autres troubles émotionnels. Ça va entraîner d'autres troubles émotionnels. Les mêmes troubles de l'autre côté, vous allez voir que ça aura les mêmes conséquences, mais avec des situations différentes. Donc, on repart encore sur les troubles psychosomatiques. Ouais. On repart encore sur les troubles émotionnels. On repart encore sur les troubles anxieux. On repart encore sur les envies suicidaires. Parce qu'on ne voit pas d'issue, en fait. Parce qu'on se dit, bon, parce que la Justement, société fait de l'argent, en fait. C'est ça. Pour vivre et tout. justement, il y a pas d'issue. Il y a pas de truc. Et au niveau même de la violence économique et financière, là, on pourrait aussi parler de tocophobie. C'est-à-dire que la peur de tomber enceinte et de l'accouchement. Parce que là, si j'ai fait un enfant, on ne me donne pas l'argent pour faire quelque chose. La personne ne va pas prendre deux, trois responsabilités. Mais si j'ai fait un enfant, on fait comment? Donc la personne aura peur, déjà si c'est une femme, de tomber enceinte. Donc ça veut dire que ça devient encore une nouvelle forme d'anxiété encore. Donc il y a ça. Aussi, à la peur de tomber enceinte, c'est que quelque part, il peut y avoir ce qu'on appelle afrophobie. Et c'est quoi ça? L'afrophobie, il y a deux choses. Hein. Il y a afro, A-F-R-O. Ça dit que la haine des Africains, ça. Et puis il y a l'afrophobie, A-P-H-R-O. Voilà. Ça, c'est la peur des relations sexuelles. Ok. Voilà, la phobie des relations sexuelles. Donc, c'est qui va animer vraiment comme conséquence les personnes là. On peut avoir même des cas de vaginisme. Hein. On peut avoir même des cas de vaginisme. C'est-à-dire que quand on va parler de vaginisme, c'est lié, par exemple, même au rapport sexuel. C'est lorsque le vagin va se contracter involontairement pour ne pas laisser passer, comment on appelle ça, C'est pas que le sexe de l'homme. en fait. C'est ça, exactement. Donc, ça se contracter de façon involontaire.
Mhm. Et là encore, c'est involontaire, c'est psychologique. Mais le partenaire ne comprend pas ça. Tu vois que Exact. ça entraîne encore deux types de violence Deux après. types de violence, effectivement. Effectivement. Voilà, donc ces conséquences sont vraiment un peu plus grandes. OK. Donc là, tu fais un bon point pour moi parce que la violence suivante à laquelle, de laquelle je voulais qu'on parle, c'est le type de violence desquelles je voulais qu'on parle, c'est vraiment les violences sexuelles. Parce que c'est vraiment, bon, en tant que femme, c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment profondément, quoi. Parce que je me dis, enfin, c'est quelque chose, mais même si effectivement, je comprends qu'il y a des hommes qui sont victimes de ça. Et les hommes, même, c'est encore beaucoup plus dur parce que comment tu vas justifier que tu aies pu avoir une érection et tu dis qu'on t'a violé, ça marche pas. Mais je me dis, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé comme type de violence qui est beaucoup utilisé et principalement contre les femmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ok. je voulais vraiment qu'on parle de ce type de violence-là, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les violences sexuelles, en fait? Et puis, on parlera des impacts aussi de ces violences-là et tout. Et comment est-ce qu'on peut éduquer, en fait, dans la prévention des violences sexuelles? Ok, d'accord. Au niveau des violences sexuelles, la première chose qui vient généralement en tête quand on parle de violence sexuelle, c'est le viol. C'est le viol et comment moi, je vais définir le viol. Parce que les gens vont penser que non, c'est juste que c'est le corps physique qui a été touché, etc., etc. Mais le Mhm, problème derrière ça, c'est que non seulement on a porté atteinte à sa dignité, on a mhm, porté atteinte, comment on appelle ça, à son corps, tout ça, et même psychologiquement, il y a trop de relents. Donc, les gens ne regardent pas le volet psychologique, hein. Ils regardent ex- seulement le corps. Vous exact. comprenez? Mhm, Voilà. Donc, pour nous, là, le viol, c'est un acte de torture physique c'est ça. et d'assassinat psychologique par la profanation du corps d'autrui. La définition dit tout. Vraiment, pour nous, c'est ça. Mhm, C'est-à-dire un acte de torture physique et d'assassinat psychologique par la profanation du corps d'autrui. C'est-à-dire qu'il faut se dire que tu as profané le corps de quelqu'un, tu l'as torturé physiquement et tu l'as assassiné psychologiquement. Donc, quand ça revient directement en tête, on a aussi le harcèlement sexuel. Vraiment, le harcèlement, c'est surtout au travail, dans les écoles et puis en ligne. mhm, On a souvent aussi les attouchements forcés. mhm. Très souvent, on se donne le droit de tripoter nos collègues, nos amis ou encore dans les écoles, nos élèves. On va se lever et puis bon, la jeune fille elle marche et puis on tape sur ses fesses. Et puis quand elle parle, on dit, il y a à cause de ça seulement là. Ça va t'enlever quoi? Ça peut te faire quoi? Non, mais Mhm. psychologiquement, tu ne sais pas ce que ça lui fait. Mhm. Et ça va créer ce qu'on appelle une forme de tolérance vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va lui faire Exact. ça, va pas aller après. Exact. Elle va se dire, oh, peut-être c'est elle qui voyait ça comme trop gros, donc ça, c'est Voilà, rien en fait. Alors que c'est une porte d'entrée en fait. justement. Et c'est comme ça commence. Ensuite, 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 ensuite. Mhm. Et puis, bon, il y a l'autre forme, l'exploitation sexuelle. Ça, c'est le proxénétisme. Ou encore, ceux qui font la traite d'humains, c'est ce qu'ils font aussi. Tout Exact. ça. Mais je vais dire que psychologiquement, voilà, si ces éléments-là. Parce que les gens ont caricaturé ça par quoi? Que non, quand une femme dit non, elle va dire oui après. Je ne comprends pas cette logique, mais bon. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est ça qui est dans leur tête. Quand Mhm. une femme dit non, c'est qu'après là, elle va dire oui. C'est ça. C'est là ils n'ont pas compris que en caricaturant les choses comme ça, Mhm. c'est une culture du viol. Oui. Parce que la personne va dire, de toute façon, elle va dire oui, attends, je vais Continue. continuer. Donc, ça veut dire que le harcèlement va continuer. Exact. Et ça va continuer, ça va continuer. Voilà Mhm. pourquoi, en tout cas, en Côte d'Ivoire, ici, il y a des lois très strictes qui sont prises sur ces genres de cas. Donc, tout le monde doit comprendre que non. Ouais, ça part de là, la perception. Oui. Tout le monde doit comprendre que quand une femme dit non, c'est non. Et même quand Mhm. il dit oui, il faut demander confirmation. Vraiment, on doit comprendre ça comme ça. Effectivement. Et puis, bon, il y a l'autre aussi. C'est vrai que les gens discutent sur ça, mais c'est une réalité. Il y Mhm. a le viol conjugal.
Ah, mais je ne sais même pas pourquoi ça, c'est discuté, en fait. Mais comme je dis, c'est beaucoup sous le couvert de la religion, en fait. Justement. Principalement, le viol conjugal, c'est beaucoup sous le couvert de la religion. Parce qu'il y a une série sénégalaise que je regardais et justement, il y a un des protagonistes qui disait dedans que non, que si tu te refuses à ton mari, tu es en train de maudire tes enfants. J'ai dit, je maudis mes enfants comment si je ne veux pas me donner à mon mari? On n'a pas dit, ou bien que non, tu vas aller en enfer. Justement, il avait utilisé un truc comme ça, là. Et puis, il donnait plein de trucs comme ça. Et puis, il donnait les conséquences. Je dis, mais et puis quoi? Et puis finalement, bon, il a fini par violer sa femme. Et pour lui, c'était pas la violence. Il a pris ce qui lui revenait de droit. J'ai dit, mais c'est... Voilà, en fait, c'est ça. Voilà pourquoi la notion, souvent quand je dis ça, les gens n'aiment pas, mais je suis Mhm. désolé. La notion de devoir conjugal, là, ça me fatigue. C'est ça. On va se dire, non, c'est ton devoir, pourquoi tu refuses, etc. Mais en réalité, là, souvent, quand la personne dit non, je ne peux pas avoir de rapport ce soir, c'est pas. Les gens mettent directement dans le chantage, mais non, ton corps mais est-ce que psychologiquement je suis là? Est-ce qu'au niveau de mon corps même là, je me sens disponible, je me sens prêt? Et les gens ne font pas faire attention à ça. Non, du tout. Moi, je veux t'insulter, t'humilier, mais après, non, il faut que tu écartes tes jambes et puis je vais me coucher. Exactement. Exactement. L'état émotionnel qui a mis la personne. La personne a reçu trop de coups durs dans la journée. C'est ça. Souvent même, tu vois, la personne est dans son coin. La personne est en train de ruminer. Tu ne demandes même pas, ah, comment ça va? Comment tu te sens un peu triste, tout ça. Non, 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 non. Toi, le soir, en tout cas, qu'elle soit disposée. C'est pourquoi souvent j'ai dit, mais toi-même, tu dis non, qu'elle soit disposée, etc., etc. Mhm. J'ai dit souvent toi-même, souvent quand tu es dans la même situation, tu as des troubles érectiles Et voilà, exact. qui te forcent. Souvent quand tu es dans la même situation d'anxiété, de frustration, de trucs, tu as des troubles érectiles. Il y a combien d'hommes qui sont arrivés à la maison où leurs femmes ont dit vraiment non, on a commencé à le toucher, tout ça, ils ont dit pardon, actuellement il y a trop de problèmes. Mhm. J'ai dit Et justement, tu vois dans l'état que tu es, et puis c'est difficile pour toi de rentrer en érection. Là. Justement, faut te dire que ta femme aussi, là, il y a des périodes comme ça où son corps même n'est même pas disposé à faire quelque chose. exact. Donc souvent, quand on ramène le cas sur comment on appelle ça, ceux qui ont l'habitude de faire ça, ils Mhm. se rendent compte que toi-même, ça t'arrive. Donc, la personne a fort ressenti ce qui lui arrive aussi. C'est ça. Que... Donc, le viol Mhm. conjugal est une violence sexuelle. C'est exactement ça. Généralement, moi, je reçois très souvent à mon cabinet parce que moi, je consulte seulement en présentiel uniquement les samedis. Donc, souvent, je reçois les femmes justement pour viol conjugal. Sinon, on va dire que non, c'est pas grave. De toute façon, elle a encore bagarre le monsieur, donc ça va psychologiquement. Non, psychologiquement, ça va pas. Tout à fait. Ça va pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Effectivement. Mais moi-même, je voudrais même qu'on aille au-delà du couple parce que je me souviens, j'avais vu un documentaire, là, ça m'avait bien traumatisé d'ailleurs, mais et ça arrive beaucoup chez nous, on va se dire la vérité, quand on fait venir les filles qui viennent travailler, là, les domestiques, celles qu'on fait venir à la maison pour travailler, là, si c'est pas les maris, c'est les jeunes garçons. Et justement, c'était l'histoire d'une jeune fille justement qui s'est fait violer par les fils de sa patronne et ils l'ont tabassé, tout ça là. Et quand elle allait les dénoncer à sa patronne, la patronne l'a tabassé par-dessus et lui a dit, ben, si, déjà, elle l'a privé de salaire, donc violence économique et financière. Et elle a continué à obliger à travailler. Et quand la fille s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a essayé de la faire avorter sauvagement. La fille a failli y passer, en fait. Et donc, elle a fini par la renvoyer au village chez ses parents. Et j'ai dit, mais à aucun moment, la dame, en tout cas, dans ce qui a été raconté, à aucun moment, la dame n'a pensé à aller parler à ses enfants, en fait. Elle s'est jamais dit, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait penser à mes enfants, à mes garçons, que c'était normal de se comporter comme ça avec une femme. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup, en fait, sous nos contrées. Exactement. C'est-à-dire que, comme on éduque le petit garçon généralement à posséder la femme, donc si ce type d'éducation-là n'est pas revu, on va créer des bourreaux, des bourreaux, des bourreaux, des bourreaux. On Vraiment. va lui dire, il faut travailler, en tout cas, il faut avoir
l'argent, etc., tu auras toutes les femmes que tu veux. La jeune fille, on va dire non, faut apprendre à nettoyer la maison, tout, tu auras un bon mari. Donc, tu vois un peu, les mots sont bien choisis. Exact. Mais quand ce jeune homme-là, il y a par exemple une fille de maison qui vient, etc., pour lui, c'est son employé, c'est sa domestique. Non, c'est sa domestique là. Lui, il ne la considère pas comme si une personne ayant un consentement. Non. Exact. Donc, il va se dire que non, il a tous les droits sur elle. Et ça va continuer comme ça. Et très souvent, si elle commence à se rebeller, ça va rentrer dans une autre forme de violence, violence verbale, C'est ça. violence psychologique, Mhm. et puis, si elle ne fait pas attention, violence économique. Donc, la personne va regarder tout ça, et puis, bon, soit elle est violée, ou bien soit elle se donne malgré elle. Exact. Or, le malgré elle, là, quand on va leur demander, ils vont dire non, c'est elle-même, elle a décidé, on l'a pas forcé. Mhm. En réalité, on l'a forcé. Bien sûr. C'est ça. Parce que quand on dit consentement, là, le consentement doit être éclairé. Doit être éclairé, ça doit respecter ce qu'on appelle, nous, les SSC. Ça veut dire que ça doit être sûr, sain et puis clair. Mais bon, ce phénomène est là. Mais en tout cas, je pense, une fois à Boaké, il y a eu ce cas-là qui s'est présenté. Actuellement, le monsieur est en prison. Parce Mhm. que de plus en plus, quand on en parle, les gens commencent à reconnaître leurs droits. Et puis, les gens qui dénoncent. Parce que très souvent, quand ça se passe là, comme la mère l'a fait, elle n'a même pas allé devant ses enfants pour demander rien. Elle a envoyé la fille au village. Mhm. Ses enfants sont bons. C'est l'enfant des autres qui mentent. Et Donc, on va envoyer l'enfant, la jeune fille au village, etc. c'est ça. Donc, ça veut dire que l'enfant peut continuer. C'est-à-dire, s'il y a une autre personne il y a une autre servante qui vient, il n'a qu'à faire encore, on va Chose. l'envoyer au village. S'il y a Exact. une autre qui vient, il passe encore, on va envoyer au village. Exactement. Voilà, ça ne règle pas le problème. Du tout. Il faut prendre le problème à la source, sinon on aura toujours le problème. Exactement. Et puis les gens ne parlent Donc, les pas. parents Ça ne doivent se rendre parlait compte pas. que... Mhm. Exactement. Donc, ça devient comme si c'est un sujet tabou, parce C'est que ça. elle essaie de sauver la façade de la famille, de Mhm. telle sorte que, voilà, on ne puisse pas traîner le nom de famille dans la boue, etc., 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 etc. C'est le camp de Alors que là, le nom de la famille n'est même pas dans la boue, c'est déjà dans le cul. Donc, voilà. à un moment, si on ne peut pas prendre le taureau par les cornes, Mhm. c'est le taureau qui nous prend pour un con. Vraiment. Très bien dit. Franchement. C'est exactement ça, en fait. Mais bon. Et c'est ça, en fait, qui me fatigue surtout avec les violences sexuelles. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est... Parce que déjà, sous nos contrées, le sexe est très tabou. Donc, quand on parle de violence sexuelle, il y a un autre niveau, un autre niveau de tabou qui se met par-dessus, ce qui fait que on n'en parle pas, ça n'existe pas, c'est vraiment pas... à tout prix, on n'a qu'à... Comment dire en Wolof? Gasko bobo. Gasko sulku. Gasko sulku. Gasko sulko. En fait, tu veux vraiment, tu enterres ça au profond un peu plus profond là, et puis remets la terre dessus, tu tasses le tout de telle sorte que jamais rien n'est arrivé en fait. C'est comme si, comment on dit, jamais, c'est jamais arrivé en fait. On n'en parle pas, ça n'existe pas, et puis on passe à autre chose quoi. Alors que bon, Oui. c'est ce qui fait, Parce c'est que nous, notre quand spécialité, on organise. Mhm. moi, j'ai toujours dit, moi, quand il s'agit des histoires de violence basées sur les gens, on me trouve un peu trop radical. C'est là que j'ai toujours dit. Mhm. J'ai dit, c'est le sentimentalisme incongru là qui nous tue en Afrique. C'est le sentimentalisme incongru là qui nous tue en Afrique ici. La personne commet un acte de viol. La personne finit de commettre ça et puis on vient s'asseoir pour dire non, on n'a qu'à régler à l'amiable. Vraiment. Oh. Non, faut pas, ça va sortir, il faut pas, les gens vont savoir, Ah, etc. Mais quand vous le faisiez problème là, pas ça. justement, le problème là, lui qui faisait ça là, il savait pas que les gens allaient savoir. Ou bien, Il dit, mais le truc qu'il fait, et puis on va dire, on va venir s'asseoir pour dire non, réglons à l'amiable. On a fini de régler à l'amiable, demain il fait encore. Il dit, parce que demain il on fait a un peu encore. les conséquences. Une fois je crois que c'est dans la commune de Port-Boué, on a un ami gynéco qui nous appelle, il m'a dit, ah, on a besoin de psychologues. Pardon, s'il y a deux de tes collègues, s'ils peuvent venir jamais à l'hôpital pour pouvoir voir la petite, elle est vraiment traumatisée, tout. Une petite fille de 6 ou 7 ans, je crois. Elle a été victime de viol.
Les gens sont là, nous, on va s'en voir les parents, on va demander pardon, on va faire ci, on va faire ça. Oh. J'ai dit, bon, enfin, là, mais il dit, ok, c'est pas un problème. En tout cas, vous avez raison, c'est la communauté, on va régler la merde. Je suis d'accord. Mais moi, il y a une petite condition, quoi. On dit oui, il dit, bon, c'est qu'on a qu'à le castrer. Ou bien, Là, au moins, on n'est pas parti à la police. On l'a juste castré. c'est tout. Là, il ne va pas faire prison. On dit, maintenant, tu ne peux pas dire ça. Il dit, mais en fait, le problème, là, on va régler la merde, il va continuer. Clair. Parce que c'est qu'on va demander pardon et c'est fini. Voilà. Et puis, non seulement il va continuer, il va venir rénarguer la petite. Et puis encore, chaque fois que la petite va le voir, ça va créer une blessure psychologique. Et ça va, c'est comme si elle repassait même par le trauma, parce que chaque fois qu'elle va le voir, elle va repenser. Exactement, c'est comme si le couteau tourne dans la plaie toujours. Exactement. Donc, ça veut dire que la petite, elle est traumatisée à vivre. Tant qu'elle le voit, elle est dehors. C'est ça. Et la petite, là, elle ne va pas vivre réellement tant qu'elle le voit, elle est dehors. C'est ça. Et puis, vous voulez qu'on le garde dehors. Quand les castrer en même temps, il dit, c'est fini. Et on règle à l'amiable. De toute façon, on a déjà averti les autorités. C'est fini. C'est ce qui a été fait. Mais le problème, c'est que les gens, mais je t'ai dit que les gens dans le quartier, du genre, sa famille, les sont devenus un peu des parias, quoi. Non, c'est eux qui font aimer les gens en prison, là. Hein, c'est eux qui font aimer les gens en prison. Mais de la prochaine fois, vous n'allez plus faire. Moi-même, Ah. Et je dis que ça a donné l'exemple. Ça a donné l'exemple. Tu vois, dans le coin à Dufou aujourd'hui, mais les gens même évitent même de causer les petites filles, là. Ah, ou bien. Voilà. Il dit, mais quand c'est comme ça pour moi, il dit alhamdoulilah, parce que au moins on les laisse tranquilles. Des fois, c'est le bâton qui marche. Hein. La carotte, là, ça marche pas. C'est le bâton même qui marche. Surtout pour ce type de violence-là. Mais on est trop sentimental, nous. Si on l'a mis en prison, là, on va gâter son travail, on va faire. J'ai dit non, 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 non. C'est son kiki qui a gâté son travail. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est même pas nous. Hein. C'est son kiki qui a gâté son travail. En tout cas. Voilà. Donc, que les deux gèrent ça entre eux là-bas. Que les deux gèrent ça entre eux. Parce que les dégâts sont tellement graves qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas s'amuser. Exactement. Tu prends par exemple les impacts de la violence sexuelle, mais ce sont des traumatismes complexes. Ouais. Ça veut dire que la personne peut avoir subi l'agression sexuelle, le viol là même, en 2025. Mais tu vas voir que le trauma peut revenir en 2040. Tout à fait. Donc là, maintenant, je voulais qu'on passe au dernier type de violence. Bon, je l'ai gardé pour la fin, en fait, parce que c'est le plus évident, quoi. En fait, en général, les violences physiques, il n'y a personne qui va discuter dessus. On t'a tapé, tu as marqué. Clairement, tu as un œil au beurre noir ou bien tu as des marques sur le corps. Personne ne va te dire on t'a pas tapé. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ça. Mais on peut parler des violences physiques aussi à l'intérieur du couple, mais aussi par rapport aux enfants. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui est le plus banalisé, en fait, dans la violence physique. Les violences physiques faites aux enfants. Mais vraiment, je veux d'abord qu'on parle de violence physique dans le couple. Donc, oui, donc là, comme je disais, je voulais qu'on parle des violences physiques, en fait. Oui, on peut parler des violences physiques dans le couple, parce que bon, ça va être les violences les moins discutées. Mais je voulais aussi qu'on parle des violences physiques par rapport aux enfants, en fait, parce que c'est ce qui va être le plus discuté, en fait. Donc, voilà. Au niveau des violences physiques, là, tu me ramènes au signe de la violence conjugale. D'accord. Donc, quand on va parler du climat de tension, c'est cette partie où la personne va commencer à rentrer dans les menaces ou bien à rentrer dans les jurons, dans les sous-entendus, dans les paraboles, etc. Et l'autre élément, c'est que le climat de tension, généralement, ça ne dure pas longtemps. Hein. Non. Donc, après le climat de tension, on va tomber dans l'explosion de la violence. C'est là qu'on va arriver maintenant dans les coups physiques. On va commencer à taper la personne, l'insulter, etc., etc., etc. Maintenant, après ça, on va rentrer dans la justification. La personne va commencer à justifier, non, je ne suis pas comme ça, toi-même tu sais, voilà, c'est parce que tu as agi comme ça que j'ai fait si tu t'es pas comporté comme ça, il n'allait pas te taper, moi je ne suis pas quelqu'un de mauvais, etc. Donc la personne finit de tomber dans le panneau et puis on passe dans la phase lune de miel. La personne commence à te faire des cadeaux, la personne commence à sortir dans les restaurants, etc. Une fois que tu as oublié, on recommence climat de tension, explosion de la violence, justification, lune de miel, climat de tension,
explosion de la violence, justification, lune de miel. Tu vois un peu le cycle, non? Et la personne est dans ce cycle-là jusqu'à tu se rends compte que la personne a fait 10 ans, 20 ans dedans. Donc, ça dit dans ce cycle-là, la personne peut être victime de violence physique à n'importe quel moment. Exact. À n'importe quel moment. Parce que ça va aller dans l'escalade des coups, les bousculades. Souvent même, on essaie de serrer son cou pour l'étouffer, tout ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que le travail même du bourreau même là, c'est d'imposer la peur. C'est d'imposer la peur. En réalité, les violences physiques là, c'est ça. Imposer la peur. Parce que tu vas dire, et cela si fait moi me frapper. Vous voyez que c'est la même chose pour les enfants. Oui. Ça veut dire qu'on va amener les enfants à être obéissants au lieu de les apprendre à être respectueux. C'est ça. On va focaliser notre éducation là sur l'obéissance sans ajouter le respect. Parce que quand on dit obéissance là, ça implique le fait qu'il y ait une autorité, une forme de coercition en haut de nous. Hein. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on obéit par la peur. Pourtant, on respecte avec des valeurs. Ouais. Donc du coup, l'enfant, il a peur de son papa parce que c'est son papa. Ouais. Mais quand il est dehors, le voisin, c'est pas son papa. Non. Voilà, le voisin, c'est pas son papa. Il n'a pas obéi au voisin. Donc, il va se comporter comme il a envie de le faire. Mais si déjà, on a commencé à lui parler du respect, de la valeur de l'être humain, de la valeur à maintenir une forme de cohésion sociale, etc., etc. Mais quand il est dehors, il sait que le voisin, c'est un être humain, c'est son aîné, il a l'âge de son papa, tout ça, il le respecte. Pas parce qu'il a peur de lui, mais parce qu'il comprend que dans la société, là, quand on vit en respectant les uns les autres, c'est l'idéal. Les règles de vie. Mais on va passer le temps à le boxer, à le taper, etc. Mais on crée les bourreaux du lendemain. On crée les bourreaux du lendemain. Et ça, on les appelle les parents abusifs ou bien les parents autoritaires. Ça veut dire que demain, quand l'enfant va reproduire la violence, ou bien l'enfant sera très, très, très laxiste. C'est ça. Ça veut dire que ce sont les deux pôles. C'est ça. Il sera très, très laxiste. Il va avoir la peur de s'affirmer, la peur même de prendre les décisions, etc. Donc, ce sont les deux différents pôles qu'on peut avoir. Moi, les centres de resocialisation des enfants qu'on appelait encore du West, les enfants microbes, là. C'est ça. La plupart ont des parents abusifs et des parents autoritaires. Justement, avec cette manière d'éduquer les enfants, les questions de violence, toujours le tape, toujours le tape, toujours le tape. Aujourd'hui, je ne sais pas pour les autres coins, mais en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest ici, maintenant, tu commences à taper un enfant, il s'arrête et puis il te regarde. Il faut finir de le taper et puis il va. Ok. Ouais. Ça veut dire, et dans le langage, c'est quoi? Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes. Dans le langage, c'est quoi? Non, et donc, il faut laisser, c'est pour me frapper, non? On va me frapper, puis c'est fini. C'est pas possible. Voilà, ça veut dire qu'il faut me frapper et puis c'est fini. Donc, on va travailler à ce que l'enfant ait peur du châtieur, de la personne qui le châtie, plutôt que de laisser le comportement qu'on veut qu'il laisse. Exact. Donc, c'est quand tu n'es pas là, c'est quand tu es là qu'il ne fait pas. Sinon, quand tu n'es pas là, il fait. Exact. Donc, il n'y a pas d'avancée, en fait, puisque tu n'es jamais là. Donc, c'est ça, quand je dis, on dit non, mais comment on appelle ça? Nous, on nous a frappé, ça cause ça, nous, on frappe. Et dit, justement, il dit, tu vois, de toute façon, tu es rigide. Et puis, tu veux forcément frapper ton enfant là. Tu ne vois pas que ça ressemble à une vengeance. Bon, ça, je reconnais. Tu ne vois pas que ça ressemble à vengeance plutôt qu'éducation. Non, moi, on m'a tapé. Moi, on m'a frappé, même moi-même là. Hein? On m'a tapé, et puis je suis là aujourd'hui. Il dit, ah, d'accord. Donc, toi aussi, tu veux taper. Parce que tu n'arrives pas à intégrer le fait que toi, on t'a tapé, et puis bon, lui, il est trop à l'aise. C'est ça. Or, on ne peut pas éduquer un enfant de 2025 comme un enfant de 1950. C'est pas possible. Ah non, ça quand même. Non, 1950. Le monde évolue. Les réalités évoluent. Complètement. Aujourd'hui, on a Internet. Les enfants ont beaucoup d'informations. Ils ont beaucoup d'autres sources. Ils ont beaucoup de choses. Et les conséquences ça veut dire que sont plus graves. Les conséquences sont très, très, très graves. Donc, au lieu de privilégier la forme communicative, là, ça veut dire que on a la rigueur et puis la douceur. Ça veut dire qu'on met des balises à l'enfant, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et puis, derrière, on montre à l'enfant qu'on est là pour lui. On le responsabilise sur 2-3 choses.
on prend son avis sur des sujets, etc. Ça veut dire l'enfant nous respecte sans nous tenir tête. C'est ça. C'est-à-dire nous écoute. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné sa place. On lui demande souvent son avis, même si on ne va pas prendre en compte. On demande un peu son avis quand même, il s'exprime. Et puis, il y en a des balises. Même regardez un enfant de 4 ans, 5 ans. Quand il met des règles, il a établi les règles à la maison. C'est là même qu'il va commencer à les enfreindre. Moi, j'ai une ici. Hein. Donc ça, je peux témoigner. Le jour où tu dis ne fais pas ça, c'est là que tu regardes et puis elle fait. J'ai dit, mais en fait... Justement, parce que la violence que tu veux exercer là, ça crée l'effet contraire. Parce que le cerveau de l'enfant à cet âge-là, ça n'attend pas la négation. Faut pas faire ça, il va faire. Oui, et puis que carrément, quand je serai grande, je vais faire ce que je veux. Je dis, mais attends d'être grande, en attendant, tu es chez moi. Donc fais ce que je te dis. Donc tu vas pas jusqu'à discuter jusqu'à... Et puis, un coup, tu te tais, c'est là maintenant. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que souvent, les enfants sont des manipulateurs. Faut dire ça encore. Donc, c'est surtout les plus petits là. Donc, ce qu'on peut faire avec eux, c'est d'agir sous forme de contrat. Je prends un exemple. Désormais, on va être, viens, il faut t'asseoir. On va établir les règles de la maison. On ne saute pas sur la table. Ça va, tu es d'accord? Hein? Désormais, on ne saute pas sur la table. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et puis lui-même, il dit. Il peut établir les règles. Donc, si moi-même je saute sur la table, tu me rappelles ça. Si quelqu'un saute sur la table, tu me dis. Donc, du coup, comme il a participé à l'élaboration de la règle, ouais, les enfants, ils aiment prendre leurs responsabilités sur des petites choses comme ça. Oui. Parce qu'il est pressé pour dire que, maman, quand tu n'étais pas là, telle personne a sauté. Donc, ça veut dire que lui-même ne sait pas. Ils aiment ça, oh. Ma fille aime ça. Elle ne touche pas. La dernière fois, il y a un enfant qui est venu jouer ici. Elle dit non, on ne touche pas. Ma maman a dit on ne touche pas. Ça, c'est pas pour jouer. On ne joue pas ici, c'est là-bas, on va jouer. Exactement. Et la maman de l'enfant était là, quoi. Donc, quand je suis revenue, c'est la maman de l'enfant qui me raconte ça. Et puis, elle-même, elle n'a même pas eu le temps de finir que ma fille arrive sur moi. Maman, elle voulait jouer. Mon amie, elle voulait jouer ici. Je dis, c'est pas ici, on joue. C'est là-bas, on joue. Je dis, ah, d'accord, merci beaucoup. Elle me dit, Exactement. Alors, donc, là, tu vois que là, quand vous avez fait en griffe ce petit contrat-là, même quand tu n'es pas là, tu es à l'aise. Parce que si, par exemple, elle enfreint la règle, tu n'as pas besoin de parler. Elle aura ce qu'on appelle un préjudice moral. C'est-à-dire, moralement, elle va s'en vouloir d'avoir enfreint la règle. Juste ça. Donc, très souvent, on se dit qu'un enfant, on va demander son avis pour établir les règles. Là. Ça veut dire quoi? Non, il faut demander son avis. Quand il va commencer, il va dire, on fait pas ça. Lui-même, là, il va pas faire parce que il prend ça comme un jeu où il doit gagner. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est lui qui doit gagner le jeu. Exactement. Donc, c'est toi qui dois être le premier, ou bien la première à enfreindre la règle. Et puis, il va dire, voilà, c'est toi. Donc, quand tu n'es pas là, il ne fait pas. C'est ça. Lui, il prend ça pour un jeu, toi, tu prends ça pour une valeur éducative. Et puis, bon, voilà. Et puis, chacun, on nous aller pour la capitale. On a gagné. Voilà, tout le monde est tranquille. C'est ça, tout le monde est tranquille. C'est ce que je dis aussi à des parents d'élèves. Je leur dis, bon, d'accord, tu prends un enfant de 2 ans, 3 ans, ou bien 4 ans, ou bien 5 ans, tu commences à le frapper. Tu te sens comment? Et quand tu frappes un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, tu le frappes là, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Un enfant de... Ça dit que lui-même, il sait pas hein, pourquoi on le frappe beaucoup comme ça. Il y a d'autres, mais vont dire à l'enfant, bon, c'est toi qui as versé ça. D'accord. Il te guette. Que je te guette. Il dit, mais oh, toi-même, tu dis que tu guettes ton enfant. Il dit, toi-même, quand tu es en train de partir au travail, et puis ta femme vient te dire que non, le soir, il faut qu'on parle. Est-ce que tu es concentré au travail? Voilà. Tu n'es pas concentré. Pourtant, on ne t'a pas insulté, on ne t'a rien fait. On t'a dit, il faut qu'on parle. Donc, toute la journée, là, tu ne peux pas travailler. Il dit, bon, toi qui es adulte, regarde comme ça tu travailles. Tu dis à un enfant, il te guette. Comment tu veux qu'il se sente? C'est vrai. Justement,
Donc, c'est ça, on travaille en termes de sanctions et non de punition. Parce que généralement, quand on parle de punition, parce que la punition, généralement, là, c'est quelque chose d'imprévu. On ne sait pas, l'enfance, on ne sait pas ce qu'on va faire à l'enfant. Tandis que c'est pas préétabli d'avance, on ne le sait pas. Il sait qu'il a fait une bêtise, il attend la sauce à laquelle il sera mangé. Sanction. Puisque les règles, là, on est venu, il s'est assis, on a dit non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Maintenant, si tu as cassé le verre, là, on fait quoi? Il va dire, bon, d'accord, si je casse le verre, je balaye toute la maison. Donc, tu vas voir que lui-même, s'il a cassé le verre avant que tu ne viennes, il a fini de balayer la maison. Oui. D'accord. Avant que tu ne viennes, il a déjà fini de balayer. Qu'est-ce qui va arriver? Non, il a déjà balayé la maison. Parce que déjà, il sait que telle bêtise, voici la conséquence que ça va entraîner. Et puis, voici l'action de réparation. D'accord. Mais ici, on n'a pas des actions de réparation déjà prédéfinies là. Il a cassé, non? Il a peur, il ne faut même pas que tu vas savoir. Et ça fait que il est anxieux. Parce que le jour que tu sais là, il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Ok, c'est ça la punition, je vois. Et c'est la même chose. Quand par exemple, l'enfant vient de l'école, la première chose qu'on lui dit, dans ton cahier de correspondance, vous avez fait quoi à l'école? C'est une violence psychologique, c'est une violence scolaire. Normalement, quand l'enfant revient de l'école, il a besoin d'entendre une chose. Comment tu vas? Oui. Ta journée s'est bien passée. Et c'est très ça. On s'occupe de lui d'abord. Avant de lui demander ce qu'ils ont fait à l'école. Ce qu'ils ont fait à l'école. Comme ça, il se dit, ah d'accord, on se préoccupe de moi. Et puis c'est après, maintenant, lui dit, bon d'accord, va te coucher, pardon, va te laver, tu vas manger un peu, tout ça, et puis bon, tu vas réviser après. Ouais. Là, au moins, on s'est occupé de lui. Oui. Mais quand il vient, et puis c'est de l'école encore qu'on parle, il se dit que mais c'est pour toi et ça va à l'école, c'est pas pour lui-même. C'est vrai en plus. Et encore pire, c'est que qu'est-ce qui va se passer? L'enfant fait une bêtise, on dit va étudier. L'enfant fait une bêtise, on dit tu vas réciter ta leçon. Donc c'est que l'école est une punition en fait. Exactement. Ou bien on dit c'est qu'on continue de faire, et puis on dit aux gens, il faut faire attention. Il faut écrire 3 fois, il faut écrire 100 fois. Je ne vais pas dire c'est très. Donc, écrit, c'est punition. C'est punition. Ça veut dire que des valeurs, on pense ça pour en faire des punitions, des valeurs éducatives. Donc, ton enfant ne va pas comprendre pourquoi lui, là, il est puni du lundi au vendredi. C'est ça. Parce qu'il va à l'école. Exact. Et puis, qu'il va développer ce que nous appelle la phobie scolaire. On va dire que non, il n'aime pas l'école. Mais depuis les petits, vous avez présenté l'école comme une punition. Il va aimer ça comment? Qui est une punition? Vraiment. Donc, les violences physiques par rapport aux enfants, voici ce que ça peut entraîner déjà. Ouais. Donc, ça fait que très souvent, les enfants victimes de ce type de violence-là, souvent on a plein de décrochages scolaires. Oui. Maintenant, il y a d'autres aussi, parce qu'on les a trop tabassés par là. Ils vont tout faire pour avoir leur diplôme. Oui. Et quand on finit d'avoir leur diplôme et qu'ils sont indépendants, c'est là on va dire que non, mais lui, il travaillait bien à l'école primaire, au secondaire, on ne comprend plus. Parce que vous allez voir maintenant qu'au secondaire, là, il s'est dit qu'il a, au secondaire, il s'est échappé d'un système. C'est ça. Donc maintenant, là, il commence à relâcher sur beaucoup de choses. Parce que, on va dire quoi? Il n'y a rien de si douloureux que l'enfant vient voir son père ou bien sa mère. Voici ton diplôme là. Ton diplôme là, voilà ça. C'est pas une fierté. Hein? Il dit même pas, voici le diplôme que j'ai eu. Merci. Il dit non, ton diplôme là, tiens. Et cette pression là. Deuxième élément, l'enfant peut continuer, il va réussir, il va avoir ses diplômes, tout. Quand il sera indépendant, tout ce qu'on a condensé en lui, là, il va commencer à faire ça maintenant. Remarquez, c'est maintenant vous allez voir des personnes de 60 ans, de 70 ans qui commencent à sortir avec les filles de 16 ans, 17 ans, 20 ans. Et c'est maintenant vous allez voir en train d'aller dans les bars, ou encore dans les endroits, en train de se comporter comme des jeunes. C'est ça. Parce qu'ils ont envie de rattraper quelque chose. Et ceux-là, on les appelle les adolescents. Adolescents, ok. C'est-à-dire des adultes,
que des comportements d'ado. Adolescent. D'adolescents, c'est ça. On va appeler les adolescents. Donc, ça peut créer aussi des enfants comme ça. D'accord. Mais quels sont les impacts à ce moment-là des personnes, à ce moment-là, bon, disons même les femmes victimes de violences physiques dans leur couple? Parce que là, on connaît les impacts sur les enfants, mais quels sont les impacts sur les femmes maintenant, ou les personnes en général? Généralement, sur les femmes, comme j'ai dit là, les autres impacts qu'on a donnés plus loin, ici, ce sont les mêmes choses qui vont revenir. Sauf que, comme ici, ce sont des violences physiques, il y a des risques d'hémorragie interne. Ça, mais c'est plus médical. Ouais. Il y a des risques de fracture. Oui. Il y a des risques de traumatisme crânien. OK. Et là, il y a une exposition vraiment poussée à la dépression. Oui. Et puis, il y a le sentiment d'insécurité permanente. Ça veut dire que la peur, là, Oui. quand quelqu'un tape à la porte, Tu as peur. elle sursaute en même temps. Donc, vous voyez que la tension artérielle, Oui. ce qui veut dire risque d'accident cardiovasculaire. Donc, vous voyez toutes ces conséquences-là. Vous comprenez qu'il y a matière à interpeller. Ouais. Il y a matière à interpeller. Parce que les femmes victimes de violences physiques comme ça, vous savez, le suicide, c'est à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le suicide émotionnel. Ouais. Ça veut dire émotionnellement, c'est comme si elles sont vides à l'intérieur. Voilà. D'un moment à l'autre, elles peuvent virer soit au niveau du suicide ou bien même commettre à leur tour un crime contre leur bourreau. C'est-à-dire, on les a tellement fait ça, elles peuvent prendre un couteau et puis regarder la personne. C'est ça. Dans l'idée de se libérer de ces violences physiques-là. Exact. Donc, vous voyez juste que les conséquences peuvent aller jusqu'au drame. Exact. En plus de ce qu'on a dit, tout ça. Mais justement, je voulais les enfants qui sont témoins de violence, enfin, disons les enfants qui voient leur père frapper leur mère, est-ce qu'on peut les considérer comme des victimes aussi? Oui, ce sont des victimes. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Ce sont des victimes. Comment on appelle ça? Ce sont des victimes, on va dire, pas directes, mais indirectes. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, des victimes indirectes. Il y a un traumatisme. Voilà, il peut être victime de traumatisme ou bien il peut être très affecté par la situation. C'est ça. Il y a d'autres, par exemple, qui vont reproduire la même chose. Eux, là, ils seront toujours en train de battre les femmes avec qui ils seront. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres, par contre, eux-mêmes, là, c'est fini, ça, cette histoire de mariage, tout, non, c'est fini. Ils vont développer ce qu'on appelle une gamophobie. La peur du mariage, le mariage, là, ça, c'est plus pour moi. OK. Et puis après, ça peut créer aussi, comme on le dit là, des enfants délinquants. OK. Voilà, des enfants qui vont virer dans la délinquance. Pourquoi? Parce que dans leur inconscient, c'est qu'il faudrait qu'ils vengent leur mère quelque part. Donc, ou bien il faudrait qu'ils libèrent leur mère de ça. Et comme ils n'ont pas peut-être un travail stable ou bien quelque chose de stable, ils vont aller tout faire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir l'argent? C'est ce qu'il va faire. C'est ça. Que ce soit bon ou mauvais, ça, c'est pas son problème. Ouais. Comment il peut délivrer sa mère déjà de ça? Donc, ils sont vraiment exposés à plusieurs traumatismes. Et là, quand il y a question de prise en charge psychologique, c'est pas seulement la maman qu'on prend en charge. Ah, c'est la mère et les enfants, quoi. Et les enfants. OK. OK, je vois. D'accord, Nour. En tout cas, ben, merci beaucoup. Là, je pense qu'on a fait le tour des différentes, en tout cas, des principales violences dont moi je voulais parler. Donc là, je voulais qu'on conclue en fait. Et vraiment, la conclusion, je voulais vraiment te la laisser. Je voulais d'abord que tu nous parles, enfin, dans ta conclusion, que tu parles un peu du rôle de la société enfin, dans l'acceptation en général de ces différents types de violences-là. Et le message principal que tu aimerais faire passer aux éditeurs, qu'ils soient victimes ou proches de victimes ou bien des personnes simplement concernées, quoi. D'accord. Ce que moi, je pourrais dire déjà concernant mon mot de fin, c'est que aucune violence
aucune violence n'est pardonnable. Que ce soit par la société ou bien que ce soit par l'individu, vraiment, il y a des violences qui ne sont pas pardonnables, aucune violence. Ok. Il faudrait déjà qu'on retienne ça. Et au niveau de la société, il faut travailler à une forme de choses, comment on appelle ça? Il faut briser les stéréotypes liés à la violence. Ça veut dire que si on est violent, peut-être que c'est pour rendre la personne forte qu'on est violent. Alors, il faut le pousser pour que la personne soit plus forte. Non, non, non. Il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire ça. Deuxième élément, ce n'est pas parce que on bat quelqu'un que nous-mêmes on est fort. En réalité, ça, on exprime nous-mêmes nos propres fragilités. Exact. On exprime nous-mêmes nos propres fragilités. Ce qui signifie la société doit créer, je vais dire, un environnement sain. Un environnement sain où on prend des lois claires et précises, strictes contre les personnes qui sont très violentes comme ça. Parce qu'à force de régler les choses à l'amiable, on laisse les choses faire. Je pense que il y a des personnes qui doivent servir d'exemple pour que la communauté puisse mieux s'équilibrer. 100%. Et puis maintenant, toujours concernant la société, là, il faut revoir les messages qu'on a dans les médias. Oui. Parce qu'il y a des messages qui incitent à la violence. Que ce soit dans les chansons, que ce soit dans les films, que ce soit dans les trucs, etc. C'est vrai, ils ont mis sur le film interdit au moins de 15 ans. Ou bien au moins de 12 ans. Mais il y a les enfants même de 10 ans dans le film. Ouais. Il y a les enfants de 10 ans qui sont dans le film là. Donc l'enfant lui comprend pas. Il y a un enfant dans le film là, et puis on dit, bon, vous pas rien. Et lui qui a dit dans les faits. Donc je veux dire que l'exposition répétée aux violences là, il faudrait que au niveau de la société, on puisse réguler ça. Et puis aussi, réguler le secteur des réseaux sociaux. Surtout. Et le secteur des réseaux sociaux, nos enfants sont sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a un certain âge pour aller sur les réseaux sociaux. Mais comme il n'y a pas de contrôle parental, les enfants, il suffit de modifier ton âge et puis c'est fini. Tu ne montres pas ta carte d'identité. Ouais. Et même on revient sur TikTok, pareil. TikTok même, c'est encore plus grave. Là, on a encore plus de jeunes là-bas. Imagine-toi un jeune ou bien une jeune fille de 18 ans, de 19 ans, qui a 20 000 abonnés. C'est une personne à risque. Vraiment. Est-ce que psychologiquement, elle est prête à supporter les mauvais commentaires? Exactement. Est-ce qu'elle est prête à supporter les injures? C'est vrai qu'elle peut répondre à moi, je m'en fous, il ne fait rien avec ce que vous dites. Mais derrière, elle souffre réellement. Ça laisse des traces. Ça finit par laisser des traces. Justement, aujourd'hui, comme ça laisse des traces. Demain, on fait des mauvais commentaires, ça laisse encore des traces. Après, demain, on fait des mauvais commentaires, ça laisse des traces. Donc, ça veut dire, au moment où on va se rendre compte, là, la personne est anéantie psychologiquement. Exact. Donc, comment on régule déjà cet aspect-là? Maintenant, au niveau des écoles, pareil. Ça veut dire que des agressions sexuelles, etc. Mais c'est nous, on va voir même, comment on appelle ça, souvent, vous savez, moi j'ai dit toujours que le métier le plus noble, c'est le métier d'enseignant. Oui. C'est le métier d'enseignant. Mais il y en a parmi les enseignants là, ils font que c'est toute la corporation qui est mal vue. Oui, ça laisse le nom de tout le monde, oui, ça je suis d'accord. Donc moi je dis que normalement les enseignants eux-mêmes, ils doivent voir entre eux là, leurs collègues qui agissent comme ça, du travail de telle sorte à ce qu'ils soient extirpés du groupe. Exact. Pour ne pas que le nom de la corporation se salisse. Parce que quand tu es enseignant, tu ne peux pas te mettre en train de harceler les jeunes filles de la classe. Ça veut dire que si tu es enseignant au secondaire, ça veut dire que les filles que tu enseignes là sont déjà mineures. Donc tu ne vas pas commencer déjà à les harceler et tout. Donc dans les écoles, il faut revoir ça. Oui. Et il faut prendre des mesures vraiment fermes. Et puis bon, dans les lieux de culte, de prière aussi, hein. C'est le pire. Ah oui, là-bas, c'est la loi de l'omerta. Ah. On t'a fait ça, il faut pas dire, hein. Tu sais que ça, hein, c'est l'homme de Dieu, hein, il a fait ça là. Peut-être qu'il y a une bonne raison, etc., etc., etc. Non, on est toujours en train de dire que faut laisser Dieu va régler son cas. Dieu va le payer. Dieu va le payer. Moi, j'ai toujours dit, avant que Dieu ne le paye là, on va lui donner sa monnaie ici. Ou bien, des fois, Dieu il doit être fatigué là-bas. Il dit, vous laissez-moi, c'est pas moi. Je réglez vous là-bas, après on va se voir. Qu'est-ce que je dis, avant que Dieu ne le paye là, on va lui donner sa monnaie. S'il veut même là, on va lui donner un franc suisse salaire ici. Dieu sait.
On va lui donner avant sur salaire. S'il est parti en prison et puis il a fait au moins 5 ans, 6 ans là-bas, il va comprendre que il y a des choses là qu'on ne fait pas. Vraiment. C'est vrai, c'est un homme de Dieu, c'est pas grave. Il peut prier en prison, on prie Dieu partout. On prie Dieu partout. Voilà, la terre là est large. Justement. Et puis là-bas, même les plus concentrés, parce que personne ne le gêne, il est dans ta cellule, il est tranquille. Je pense qu'il pourra bien méditer et même prendre son cas comme exemple pour pouvoir faire prêche quand il va sortir. Voilà. Voilà. C'est trop vrai. Je pense que Dieu te met dans des situations pour que tu aies plus d'arguments pour convaincre les autres. Ok. Oui, ok. Nos dernières questions, hein, parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas posé en fait. Quand on a des personnes victimes de ce type de violence ou d'un type de violence quelconque autour de nous, quel comportement est-ce qu'on doit adopter par rapport à ces personnes-là? Moi, j'ai dit ça direct, hein, il ne faut pas rentrer dans le jugement. Il ne faut pas juger la personne. D'accord. Il faut valider ses émotions. Il ne faut pas juger. Parce qu'on est enclin à vouloir donner des conseils. Non, une personne qui est victime de violence, la personne n'a pas besoin de conseils. C'est ça. La personne a besoin d'être comprise et entendue. D'accord. La personne a besoin d'être comprise et entendue. Ça veut dire que quand la personne te dit, il a vu ça, d'accord, je te comprends. Comment tu te sens? D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? La personne va expliquer. D'accord, actuellement là, tu as besoin de quoi pour te sentir bien? Non, je veux que la personne paye pour ça. Et c'est là que tu dis, d'accord, donc s'il veut comprendre bien, tu veux porter une plainte. Oui, je veux porter plainte, etc. Mais souvent, la personne peut ne pas vouloir porter plainte. C'est pas de forcer aussi la personne à porter plainte. Donc, la personne va dire non, de quoi tu as besoin en ce moment? La personne va dire, ah, vraiment, je n'ai plus besoin d'être ici, j'ai besoin de pouvoir partir, etc. D'accord. Okay. Donc, est-ce que tu connais des personnes qui peuvent t'aider à vouloir partir où tu veux partir, ou bien tu connais des organisations, des ONG? Si la personne dit, ah, vraiment, si une ONG m'aide, ou encore si quelqu'un m'aide, automatiquement, on peut maintenant dire à la personne, OK, on connaît des ONG, par exemple, qui peuvent vous aider, ou bien on connaît des personnes qui peuvent vous aider. Ne soyez pas la première personne à dire à la personne, non, on a une ONG là, l'ONG peut t'aider. Mais si la personne arrive, l'ONG ne peut pas l'aider, tu as fait comment? Donc déjà, c'est vraiment écouter sans juger. D'accord. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et puis, si on peut encourager la personne à voir un spécialiste, c'est-à-dire aller voir un psychologue, ou quand c'est trop grave, un psychiatre pour pouvoir faire sa prise en charge psychologique, c'est vraiment important. Voilà, la prise en charge psychologique pour le psychologue, quand le psychiatre a fini de donner ses médicaments, en fait. D'accord. OK. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Nour. Comme d'habitude, ce fut un plaisir. Vraiment, merci pour tous les exemples. Merci pour les clarifications et les explications. Moi, vraiment, comme je dis, les violences dont j'ai parlé, tu en as cité plus, effectivement, mais les principales dont j'ai parlé, c'est vraiment celles qui me tenaient le plus à cœur et puis qui, je pense, que se retrouvent plus sous nos contrées, en fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, je te remercie encore. Et à tous les auditeurs, j'espère que l'émission vous servira. En tout cas, merci à tous et puis à très bientôt sur le Barbare. Ok, au revoir. Bon, merci, au revoir.